Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à la politique de concurrence de l'Union européenne et pour laquelle nous recevons l'ambassadeur Pierre Sellal. Pierre Sellal, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour cette thématique d'une série d'été et d'une série soutenue par la compagnie d'assurance MMA qui nous soutient à la fois financièrement mais aussi moralement en faisant connaître notre programme à ses employés et à ses clients. Et puis nous sommes aussi soutenus par nos auditeurs que nous allons, selon une tradition antique et solennelle, remercier maintenant. En ce qui me concerne, je remercie Jean-Michel Dubois, Didier Lebouc, Julien Roche, Nicolas Homo, Xavier Jombard et Michaela Wiegel. Mes remerciements vont vers Pascal Deloche, Philippe Thoiréon, Loïc Séglon, Yann Legrand et Michael Drossard. Jean-Louis Bourlange. Bien, notre gratitude va par ma voix à Yann Grandjean, Maxime Simon, Pierre Brenna, François Rossi et Guillaume Le Serre. Nicole Niesotto. Remerciements à Ronan Lostis, Franek Pramoton, Philippe Gelbia, Jean Lacoste, Mathieu Chabanel. Pierre Sellal. Reconnaissance à Bruno Gombert, Patrick Veiller, François Dugois, Éric Faubry et Bruno Bazin. Je vous remercie. Nos auditeurs ont compris que nous sommes avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Union européenne, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pierre Sellal, vous êtes ambassadeur de France, vous êtes actuellement le président de la Fondation de France, et vous avez auparavant été le représentant de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, entre autres éminentes fonctions. C'est pour nous l'occasion de nous pencher sur la politique actuelle de concurrence de l'Union. En février dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle bloquait le projet de loi de fusion Siemens-Alstom, deux constructeurs ferroviaires, l'un allemand, l'autre français. Une décision assumée par Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la concurrence européenne, selon qui, je cite, « Cette concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse. » Fin de citation. Cette décision a fait l'objet de nombreuses contestations et elle a relancé le débat sur la politique de concurrence européenne. La Commission, dans cette affaire, est essentiellement critiquée pour avoir empêché la création d'un champion européen apte à déstabiliser la concurrence chinoise. La Direction générale de la concurrence européenne est souvent accusée d'être trop tournée vers le marché intérieur et d'appliquer trop strictement le droit concurrentiel au détriment de l'émergence d'entreprises susceptibles de faire face aux nouvelles concurrences dans certains secteurs stratégiques. Margrethe Vestager a néanmoins placé son mandat sous le signe des sanctions spectaculaires, à l'inverse de son prédécesseur, l'Espagnol Joaquim Almunia, qui avait opté pour des négociations avec Google. Madame Vestager a, en juillet 2018, infligé à Google une amende record de 4,340 milliards d'euros en raison de pratiques illégales favorisant sur son système d'exploitation Android, son moteur de recherche et son navigateur. L'importance du thème de la régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, cette importance dans la campagne des Européennes a été le résultat des élections. Pierre Sellal, comment définiriez-vous l'évolution de la politique européenne dans le domaine de la régulation de la concurrence et quelles données du problème vous semble-t-elle mériter un traitement prioritaire ? Voilà des questions que vous pouvez, à l'évidence, fragmenter si ça vous paraît faciliter leur réponse. Pierre Sellal. Vous avez cité un grand nombre de décisions récentes, ou certaines remontent à quelques années, prises au titre de la politique de concurrence. Ça montre deux choses. D'abord que c'est une politique très active, qui donne lieu effectivement à des décisions européennes. Deuxièmement, que la politique de concurrence sert aujourd'hui beaucoup d'objectifs. Peut-être les sert-elle mal, mais ce qui est significatif dans les exemples que vous avez cités, c'est que vous avez évoqué des dossiers qu'on peut qualifier de concurrence pure,
Deux entreprises qui s'unissent, créent-elles une situation dommageable à la concurrence sur le marché européen ou pas? Mais vous avez également évoqué l'utilisation de la politique de concurrence par la Commission et la commissaire en charge de cette politique, en particulier en matière fiscale, à propos des décisions qui ont été prises ces dernières années, et notamment par Madame Vestager, ou bien la politique de concurrence comme instrument de régulation des GAFA. Ça montre, encore une fois, la plasticité de la politique de concurrence, et peut-être un des problèmes qui est aujourd'hui posé est de savoir comment faire en sorte qu'elle poursuive à la fois son objectif primitif, et qu'en même temps, elle soit adaptée pour répondre à des nouveaux enjeux, et vous avez évoqué implicitement la concurrence entre l'Europe et les pays tiers, ou la politique industrielle. Le propre de la politique de concurrence, c'est que c'est une politique très forte de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des politiques originelles. Madame Vestager présentait l'an dernier, comme chaque année, un rapport annuel sur la politique de concurrence, et elle observait qu'on fêtait l'an dernier le 60e anniversaire de la politique de concurrence. Ça montre bien que c'est une politique primitive qui existe depuis les débuts de l'Union européenne. Et on pourra revenir peut-être tout à l'heure sur les raisons de cette place de la politique de concurrence dans les fondements de l'Europe. Mais ceci témoigne aussi du fait qu'elle a été conçue dès l'origine dans l'espace de ce qu'était le marché commun à 6. Elle est plus difficile à mettre en œuvre dans un espace qui est devenu beaucoup plus hétérogène, à savoir l'Europe à 27 ou à 28, selon qu'on considère que les Britanniques sont toujours parmi nous ou pas. Et puis surtout, les enjeux de la concurrence aujourd'hui sont, comme vous l'avez relevé, des enjeux mondiaux. Et on peut se demander si les paramètres, les définitions, les procédures qui sont celles de la Commission dans cette politique sont bien adaptées aux nouveaux enjeux planétaires de la concurrence liée à la mondialisation. Michael Wiegel. Oui, je pense que c'est très important ce que vous venez de mentionner, cette longue histoire de la politique de la concurrence. Et ce que je pense, et là j'aurais bien aimé avoir votre opinion, être un des faits nouveaux, les Allemands qui se sont inscrits toujours un peu comme un gardien du temple de cette politique ont beaucoup évolué, notamment suite à cette décision que Philippe Meyer venait de mentionner en introduction sur la non-fusion de Siemens-Alstom. Et notre ministre de l'économie, Peter Altmaier, maintenant se fait le champion d'une révision de cette politique de la concurrence, ce qui est assez inhabituel parce que justement, jusqu'à maintenant, on considérait qu'il s'agissait surtout de défendre les fondamentaux de cette politique. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est en train de bouger Pierre Sellal. Oui, pour autant que les propositions présentées conjointement par M. Altmaier et Bruno Le Maire soit effectivement représentative d'une évolution de la position du gouvernement allemand dans son ensemble, ce qui, je crois, n'est pas absolument certain. Mais ce que vous dites, c'est que effectivement, l'Allemagne a toujours été attachée, depuis les origines, à cette politique de concurrence, et surtout à une politique de concurrence fondée sur un strict respect des règles et une application très orthodoxe, aussi détachée que possible de toute subjectivité politique de ces règles. Et pendant très longtemps, les Allemands soutenaient l'idée qu'il fallait créer l'équivalent européen du Bundeskartellamt, c'est-à-dire d'une agence totalement autonome par rapport au gouvernement, donc qui ne céderait pas à des pressions politiques du moment pour faire appliquer ces règles. Et pendant très longtemps, les Allemands ont considéré que la direction de la concurrence devait fonctionner d'une manière aussi protégée que possible des interférences politiques, que ce soit du Conseil ou de la Commission. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, M. Schäuble, il y a quelques années, était en désaccord total avec la thèse de M. Juncker, selon lequel il fallait maintenant que la Commission exerce un rôle politique. Il disait non, c'est pas la responsabilité de la Commission que de faire de la politique. Il y a des règles, il s'agissait du pacte de stabilité, il faut les respecter, et de même en matière de concurrence.
Ce qui est surprenant dans l'affaire Alstom-Siemens, c'est qu'on a entendu effectivement le gouvernement allemand avoir des accents très proches de ceux du gouvernement français, en appelant Mme Vestager à la responsabilité politique, ou en parlant, à contrario, d'une faute politique que constituait un veto à l'opération projetée. Et dernier avatar de cette évolution, M. Altmaier, souscrivant à une vieille proposition française selon laquelle il fallait permettre aux États, au gouvernement, au Conseil, d'évoquer une décision prise par la Commission en matière de concurrence pour la contester, voire la renverser. Ça, c'est un changement assez radical de position, mais encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit absolument représentatif de l'évolution de la position allemande dans toutes ses composantes. Nicole Niesotto ? Oui, vous avez dit que la politique de concurrence était une politique primitive. Et vous avez dit également que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui qui était celui de l'Europe primitive. Primitive dans un double sens. Oui. Oui. Mais Politique justement, première. la question de l'adaptation de la politique de la concurrence, elle est posée. Elle est posée, mais je ne comprends pas qui pourrait la résoudre. Parce que soit c'est la Commission qui elle-même, dans la mesure où c'est une prérogative exclusive de la Commission, fait évoluer ses propres critères, soit on politise les règles de la concurrence et le Conseil dit son mot. Mais plusieurs questions se posent. Par exemple, la plus évidente, c'est est-ce que le critère doit être le marché intérieur, donc la concurrence libre, loyale et non faussée sur le marché intérieur, ou est-ce que c'est désormais le marché mondial ? Deuxième question, est-ce que la concurrence est la valeur absolue ? Enfin, la libre concurrence est la valeur absolue. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objectifs plus importants que le respect de la règle de la concurrence ? Par exemple, la protection de la planète, la protection de l'environnement, qui peut rentrer en concurrence. Par exemple, les objectifs de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Beaucoup de grandes entreprises disent qu'elles ne peuvent pas appliquer trop de critères de responsabilité sociétale parce que ça les défavorise dans la concurrence mondiale. Et les Chinois, Dieu sait que les Chinois n'ont aucun critère en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, dernier critère qu'il faudrait voir, qui est la souveraineté stratégique de l'Union européenne. Pourquoi ? Je n'ai jamais compris pourquoi la notion de préférence européenne était si difficile à admettre par certains États, ça je le comprends, mais par la Commission. Est-ce que par rapport à la concurrence chinoise et américaine, il n'y a pas des entreprises stratégiques européennes qui mériteraient non seulement d'être défendues, mais pour lesquelles il faudrait une préférence européenne ? Donc ma question, elle est double. Elle est sur le contenu de l'évolution des critères, et puis sur la procédure. Qui peut changer cela ? Pierre Sellal, la question double de Nicole Niesotto, qui est en fait triple d'ailleurs, mais... D'abord, la concurrence est érigée en objectif primordial, sinon primitif ou absolu. Vous vous souvenez que ce débat a eu lieu en France dans le contexte du référendum de 2005 et ensuite de la mise au point du traité de Lisbonne issu du projet constitutionnel. Puisque une des critiques qui avait été faite, qui avait été exprimée par les opposants au projet de constitution et au référendum, c'était que la concurrence libre et non faussée figurait parmi les grands objectifs de l'Union, à l'article 3 du traité, si je me souviens bien. Ce qui n'était pas radicalement nouveau, puisque c'était ce que nous connaissions depuis le traité de Rome, mais d'aucuns disaient conférer une valeur constitutionnelle à un principe comme celui-là, c'est absolument contraire à nos conceptions et il faut l'éviter. La France est beaucoup battue pour cela, et comme souvent, nous avons arraché une victoire symbolique, mais sans aucune implication concrète. La victoire symbolique, c'est que la concurrence libre et non faussée a disparu de l'article 3 et donc n'est plus considérée comme quelque chose d'équivalent à ce que vous évoquiez, à savoir la protection de l'environnement, le développement soutenable, la cohésion économique et sociale, et c'est devenu un moyen au service des objectifs généraux. Mais en réalité, strictement aucun changement n'a été apporté aux dispositions normatives, opérationnelles du traité qui définissent la politique de concurrence et les procédures qui sont mises en œuvre pour l'appliquer. Donc,
je trouve que l'épisode est assez typique des victoires symboliques pour lesquelles la France engage un crédit politique considérable. Ça me rappelle par exemple l'ajout des mots « et de croissance » au pacte de stabilité, qui était la grande victoire arrachée par le gouvernement de Lionel Jospin à Amsterdam, mais qui ne modifiait rigoureusement rien aux règles opérationnelles et aux normes du pacte. Là, c'est un peu la même chose. Donc, voici mon observation sur la question, est-ce que la concurrence est un objectif absolu ? Permettez-moi de prolonger un instant simplement sur l'histoire de ces dispositions en matière de concurrence. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'elles remontaient aux origines. Pourquoi ? Parce que le traité CECA est fondamentalement un traité fondé sur un principe de concurrence. La solidarité de fait évoquée par Robert Schuman devait reposer sur un accès non discriminatoire des 6 États fondateurs à ce qu'étaient les ressources essentielles de l'époque, à savoir le charbon et l'acier. La non-discrimination, c'est au cœur de la politique de concurrence. Et ensuite, lorsqu'il s'est agi de rédiger le traité de Rome, le contexte de l'époque, quel était-il ? C'était le contexte d'une guerre froide, de la guerre froide. Et ce que voulaient affirmer les 6, c'était la valeur de l'économie de marché par rapport à l'économie centralisée soviétique. Et c'est ça l'origine historique de la force de ces dispositions en matière de concurrence, qui n'existait pas auparavant dans le droit français, dans le droit continental. Ça existait aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais très peu finalement dans le droit européen. C'est ce contexte des années 50 qui explique le fait que ces principes soient ancrés dans le traité depuis les origines. Peut-on modifier cela, ou peut-on plutôt élargir les paramètres à prendre en compte ? Madame Vestager s'est défendue dans sa décision sur Alstom-Siemens en disant qu'elle n'avait fait qu'appliquer des textes. Ce qui est exact, ce qui lui est demandé au titre du contrôle des fusions, des concentrations, par le règlement européen, c'est d'apprécier l'impact de cette opération sur le marché intérieur et sur ses effets pour les consommateurs européens. Y ajouter une dimension externe, cela supposerait non pas une révision du traité, mais une révision du règlement qui définit en cas de sa compétence. La procédure pour ce faire est assez simple, mais compliquée à mettre en œuvre. Il faut une proposition de la Commission, et c'est un des très rares domaines aussi pour lesquels nous avons besoin d'unanimité du Conseil. Or, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer réunir une unanimité pour introduire cette dimension externe, pour des raisons sur lesquelles je peux revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est possible. Il faut réviser les textes. Jean-Louis Bourlanges. Oui, ça me confirme dans l'idée que je crois que le seul problème institutionnel, il y a beaucoup de problèmes institutionnels dans l'Union européenne, mais que le problème clé, c'est toujours la question de la majorité qualifiée ou de l'unanimité. Quand vous êtes à l'unanimité, vous ne faites rien. Quand on a vu pendant la campagne électorale beaucoup de listes réclamer le maintien, le quant à soi, l'unanimité, ça a une conséquence très précise, c'est de dire voilà, on ne fait pas, c'est tout. Et là, on voit bien que si on voulait faire avancer ce règlement, on irait dans ce sens-là. Alors, je crois qu'il y a dans les problématiques qui ont été évoquées par vous et par Pierre Sellal, il y a 2 choses très différentes. Il y a un problème de la nature institutionnelle de ce contrôle. Il y a un côté chauve-souris dans cette affaire, parce que entre les Allemands qui voulaient une autorité complètement indépendante et les Français qui aiment bien touiller politiquement les décisions juridictionnelles, on a trouvé ce moyen terme de confier en première instance, puisqu'il y a un jugement en seconde instance, un jugement d'appel de la Cour de justice, qui inflige parfois 2 grandes décisions de Monti, notamment l'affaire qu'on a évoquée, Schneider-Legrand, ont été cassées, si je puis dire, annulées sans porter, on y reviendra, par la Cour de justice. Alors, on a inventé, et la Commission a bien réagi, c'est pas la Direction générale de la concurrence ne fonctionne pas comme les autres. C'est en réalité pratiquement ce qu'on appelle en France une autorité administrative indépendante, avec un petit peu de contrôle politique, mais très très peu. En réalité, les gens de cette direction instruisent sur la base juridique et de façon relativement indépendante. Et ensuite, il y a une filière de mise en cause devant la Cour de justice. La proposition de notre excellente amie Altmaier, qui est très française, a les défauts des propositions qui sont très françaises. C'est-à-dire que ça casse complètement
un mécanisme qui est un mécanisme juridictionnel, avec une jurisprudence, avec tout un ensemble, un effort de cohérence. C'est pas dire grand-chose de désobligeant pour les hommes politiques, que le souci de cohérence n'est pas forcément le souci dominant des décisions politiques. Et donc, si on fait appel devant une autorité politique comme le Conseil des ministres de l'Union, voire le Conseil européen, on introduirait des éléments d'arbitraire qui seraient assez mauvais. Donc, il faut savoir si on casse la filière juridictionnelle. Moi, je crois que le vrai problème, c'est la lenteur. Dans les décisions qui ont été mises en cause par la Cour de justice de Monti, de la commission à l'époque de Monti, ce qui a été incroyable, c'est que c'est arrivé 2, 3, 4 ans plus tard, à un moment où les carottes étaient totalement cuites pour tout le monde. Et donc, c'était sans aucun effet. Donc, je crois que ce qui manque dans cette affaire-là, c'est un problème peut-être de référé, ou en tout cas une exigence de décision qui soit prise dans les 3 mois ou les 4 mois de la part de la Cour de justice. Il y a un problème de célérité, de rapidité qui est essentiel dans les décisions économiques. La deuxième chose que je voudrais savoir si Pierre Sellal est d'accord avec ça, la deuxième question sur le fond, Pierre, vous avez en fait opposé un peu la compétence interne et la compétence sur les affaires de concurrence au niveau mondial. Je crois que c'est effectivement comme ça que le problème se pose. Là, la Commission s'est toujours fondée sur une notion qui est intéressante, qui est la notion d'espace pertinent. Quel est l'espace pertinent sur lequel doivent jouer les règles de la concurrence? Et alors là, on est assez surpris parce que on aurait pu penser que l'espace pertinent, c'est simplement le territoire de l'Union européenne, les 27 ou 28, qu'on compte les Britanniques ou qu'on ne compte pas ou qu'on compte les Britanniques dedans. Mais non. En fait, l'espace pertinent, c'est parfois un État membre. C'est parfois même un bout d'État membre. On peut considérer qu'une entreprise, une fusion, met en cause la concurrence sur, par exemple, le nord de la France. Donc, il y a une notion d'espace pertinent qui n'est pas satisfaisante. Et sans doute, la modification du règlement pourrait-elle être celle-là, c'est-à-dire de définir d'une façon beaucoup plus large et d'une façon mondiale, en l'occurrence, la notion d'espace pertinent. La qualification de l'espace pertinent, ça pourrait être d'introduire des éléments prospectifs, que sera le marché dans 10 ans, et des éléments géographiques, quel sera le marché sur le plan mondial. Donc je crois que là, il y a deux voies qui sont à creuser, et je dois dire qu'on a, comme toujours sur ce débat Siemens-Alstom, on a entendu les éléments les plus simplistes. Madame Vestager est une personne extrêmement remarquable, nous en reparlerons, je pense. C'est une des grandes figures de proue de la Commission européenne et de l'Union européenne, et elle n'a pas agi simplement pour embêter Siemens ou Alstom. Elle a agi parce qu'elle était prisonnière de textes extrêmement contraignants, et ne faisons pas sur ce point le procès de la Commission, moins encore celui de la commissaire. C'est un problème général de doctrine qui nous est posé. Pierre Sellal. Oui, je souscris tout à fait à cette dernière appréciation, mais 4 commentaires sur les points soulevés par Jean-Louis Bourlanges. D'abord, décision fondée sur l'application des règles, donc décision juridique ou décision politique. Une des choses qui me frappe, c'est que la très grande majorité des entreprises, françaises et européennes, n'appellent pas de leur vœu un examen politique des situations. Ce dont elles ont besoin, c'est de prévisibilité, donc de clarté dans les règles, et ensuite d'application stricte de ces règles. Un système dans lequel toute décision de fusion, de concentration, ou toute appréciation d'un accord entre entreprises dépendrait in fine d'une appréciation politique, c'est quelque chose qui les inquiéterait énormément. Il y a un besoin de stabilité, de prévisibilité juridique. Deuxièmement, Jean-Louis Bourlanges évoquait les décisions de Mario Monti en particulier qui ont été censurées par la Cour de justice. Ça a laissé effectivement un souvenir cuisant à la Commission et au commissaire en charge, et c'est une des raisons pour lesquelles la Commission se montre à ce point intransigeante dans l'application des règles, car
Elle avait vraiment été mortifiée de voir son application du droit contestée par la Cour, et c'est la raison pour laquelle elle tient à être aussi rigoureuse que possible, parce qu'elle a la hantise d'une censure de la Cour. Si vous me permettez, elle avait été censurée parce qu'elle en avait trop fait. Oui, en l'occurrence, il s'agissait de contester une décision négative. Parenthèse sur ce point, parmi les éléments de réponse traditionnels de la Commission lorsqu'elle est attaquée sur des décisions type Alstom-Siemens, il y a le fait de dire que les décisions négatives sont infiniment peu nombreuses. Ça représente une infime minorité des décisions en matière de concentration. C'est exact, mais avec deux limites. La première, c'est que beaucoup d'entreprises renoncent à une opération de concentration parce qu'elles savent qu'elles s'exposeraient à une procédure longue, difficile et peut-être finalement négative. Et deuxièmement, beaucoup de décisions positives ou d'approbation données par la Commission s'accompagnent d'obligations faites aux entreprises de réduire le champ de leur concentration, c'est-à-dire de se livrer à certains désinvestissements pour maintenir une situation de concurrence. Et il arrive assez souvent que le résultat final, du coup, ne soit pas un optimum économique parce que les entreprises ont été contraintes de renoncer à ce qui justifiait une partie de leur opération. Mais je referme la parenthèse. Deuxième remarque, majorité qualifiée, unanimité. Soyons attentifs à une des leçons de l'affaire Alstom-Siemens, à savoir le fait que la très grande majorité des États membres ont appuyé la décision de la Commission. Et même dans le processus de consultation des autorités nationales de la concurrence qui a lieu juste avant que la Commission prenne sa décision, même l'autorité de la concurrence allemande, je crois, avait pris position pour la Commission. Ça montre que dans une affaire comme celle-là, il s'agira de réviser les textes. Il n'est pas dit du tout que nous trouverons une majorité qualifiée favorable à nos thèses. Et pour une raison assez simple, l'idée selon laquelle il faut faire en sorte que le consommateur européen ait accès à un produit ou à un service au moindre prix possible, c'est quelque chose sur lequel la très grande majorité des États membres peuvent se retrouver. Mais l'idée selon laquelle il faut considérer que le fait que l'Allemagne et la France se dotent d'un champion européen, c'est quelque chose qui n'ébranle pas et n'enthousiasme pas nécessairement, en tout cas pas spontanément, la grande majorité des États membres. Et donc, ce n'est pas évident d'introduire des éléments de cette nature parce que autant chacun se retrouve dans des principes de concurrence basiques, autant l'idée qu'il faut se doter de champions européens qui en fait seraient issus de 2 ou 3 grands États membres, c'est quelque chose qui ne trouve pas spontanément une majorité qualifiée. C'est pas tout à fait ça ce que je veux. Quand je parlais de majorité qualifiée, je ne parlais pas pour les décisions au coup par coup. Je parlais de la modification du règlement. Oui. Et je trouve que la réflexion sur l'espace pertinent est quand même une réflexion qui a un caractère de généralité qui peut nous éviter effectivement ce procès qui est effectivement très facilement instruit contre les grands producteurs européens que sont les Français et les Allemands. Donc, alors, sur l'espace pertinent, alors, quel était le débat Alstom-Siemens et quel pourrait-il être dans un contexte plus général de révision du règlement? La Commission dit « j'applique le texte. Mon devoir, c'est de m'assurer que les conditions de la concurrence sur le marché européen, sur les marchés en la circonstance essentielle qui était le marché de la signalisation ferroviaire et le marché des TGV, restera concurrentiel en Europe. » Or, disait Madame Vestager, 90% de l'offre TGV sera Alstom-Siemens et 95% du marché de la signalisation sera également Alstom-Siemens. Les conditions de la concurrence ne sont plus respectées sur le marché intérieur au détriment donc, du consommateur européen en termes de prix, en termes d'offres et en termes d'innovation. Que répondions-nous à cela? Nous disions que l'enjeu, c'était de permettre à l'industrie européenne de résister à la pression chinoise sur les marchés tiers. Aujourd'hui, la compétition s'exprime sur le marché des trains grande vitesse partout dans le monde. Elle met en présence les Chinois qui ont une capacité de production infiniment supérieure à la nôtre, et puis le seul champion européen possible, qui est Alstom-Siemens. Donc, mettons en balance les deux. Le problème, c'est que aucune disposition des textes actuels ne permet à la Commission de se dire l'objectif,
c'est de permettre effectivement à un champion européen d'être présent sur les marchés tiers. Et donc, la question est de savoir si on peut mettre en balance position industrielle européenne sur les marchés tiers, dans le reste du monde, et situation sur le marché intérieur. In fine, un équilibre devra toujours être trouvé. Mais il y a un des arguments qu'avait utilisé Mme Vestager m'avait frappé. C'est lorsqu'elle disait nous n'aurons d'entreprises européennes compétitives sur le marché mondial que si la compétition et la concurrence sont assurées sur le marché européen. En d'autres termes, c'est parce qu'il y a concurrence sur le marché européen, disait-elle, que l'innovation, la recherche, le souci d'efficacité, de compétitivité continuera à inspirer le comportement des entreprises européennes. Donc, je pense que on peut arriver à une négociation qui réviserait le règlement concentration pour introduire une référence au marché tiers ou une référence au marché mondial. Il faut éviter le mot champion. Il faut éviter le mot champion. Mais ensuite, dans l'application de ces textes, il y aura toujours un équilibre à trouver qui sera difficile compte tenu du fait que les intérêts sont inégalement partagés entre les États membres. Michaela Wiegel. Oui, je voulais vous confirmer qu'effectivement, le discours de Peter Altmaier était très attaqué au sein même de l'Allemagne. Ceci dit, il est quand même le ministre, c'est-à-dire il a mandat pour définir la politique de l'Allemagne. L'aspect que je trouvais méritait vraiment une attention, c'est le fait que pour la première fois, la Commission européenne récemment a désigné la Chine comme un concurrent systémique. Et je trouve ça pose réellement cette question que vous avez déjà mentionnée sur le fait comment, pour garantir une concurrence au sein même de l'Union européenne, on doit changer justement pour faire face à cette concurrence systémique, parce que vous avez bien rappelé que tout le système de nos règles pour la concurrence ont été formulés à l'époque de la guerre froide, et donc dans un contexte où les seuls véritables concurrents étaient aussi adeptes du même système d'économie de marché, sauf qu'aujourd'hui, on a en face un système qui justement applique des règles capitalistiques, mais avec une économie étatique totalement différente. Et j'ai dit ça aussi dans le contexte non seulement du projet des routes de la soie, dont beaucoup de pays membres de l'Union européenne, et qui se trouvent effectivement, ce sont souvent les mêmes qui contestent les idées franco-allemandes, sont donc qui participent au projet des routes de la soie. Et il y a cet autre projet qui s'adresse notamment aux pays de l'Europe de l'Est par la Chine, et qui consiste aussi à s'impliquer davantage dans les infrastructures essentielles. Et donc là, on est dans un domaine de la concurrence européenne, et je ne vois pas très bien comment les règles actuelles sont adaptées à ce défi. Et Nicole Lisoto voudrait ajouter à cette question sur le même point, un complément. je trouve qu'il y a quand même une certaine naïveté dans les positions de la Commission, parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas libre et qui est faussé, c'est quand même le marché mondial. La concurrence sur le marché mondial par la Chine, prenez l'exemple de Huawei, qui est au départ une entreprise d'État financée par de budgets militaires, donc avec des aides extraordinairement qui seraient refusées sur le marché européen, et qui devient le leader mondial de la 5G. Donc, elle n'est pas libre. Le marché est complètement faussé sur l'aspect chinois. Il est faussé aussi du point de vue du côté américain, avec un président Donald Trump qui remet en cause profondément le libéralisme économique et donc la règle de concurrence qui en est le cœur. Et donc, comment la Commission, dans ce contexte, peut continuer à dire « Ah non, il faut qu'on soit excellent sur le marché européen, ce sera notre façon d'être excellent sur le marché mondial ». Ça n'a pas de sens, à mon avis. Pierre Sellal. Oui, vous pointez du doigt des principales faiblesses de l'attitude actuelle, de la politique actuelle, dont il ne s'agit pas d'exonérer la Commission. Dans la décision Alstom-Siemens, le point le plus faible, le plus contestable, c'était précisément ce décalage entre, d'une part, ce que
la Commission avait dit quelques semaines auparavant, en qualifiant, comme vous l'avez rappelé, la Chine de concurrent systémique. Et d'autre part, un argument vraiment étrange qui figure dans la décision Alstom-Siemens, à savoir, il n'y aura pas de concurrent chinois sur le marché du TGV européen avant 10 ou 15 ans. Ce décalage était quand même un peu troublant. Et Jean-Louis Bourlange évoquait tout à l'heure les questions de temporalité dans ces décisions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Commission manque d'esprit d'anticipation en considérant que c'est une influence française. Le rapport de l'État au temps est un rapport incertain en France. Le problème de la concurrence chinoise ne se posera véritablement sur le marché européen que dans 10 ans. Ça, c'est une vraie faiblesse. Et je crois que... d'ailleurs, c'est toute la difficulté du contrôle des concentrations par rapport à un autre chapitre de la politique de concurrence, qui est le contrôle des ententes. Quand on examine une entente entre entreprises, qui peut être contestable du point de vue de la concurrence, vous appréciez une situation de fait. Deux entreprises ou plusieurs se partagent un marché, fixent des prix, bloquent des productions, se réservent des territoires. Ça, c'est assez clair. En matière de contrôle des concentrations, vous êtes obligé d'anticiper ce que sera l'impact sur le marché, pertinent, comme dit Jean-Louis, d'une opération qui n'est pas encore faite. Et donc, ça relève d'une part beaucoup plus subjective d'appréciation. Mais il faut y intégrer absolument la dimension de temps. Et aujourd'hui, dans cette dimension de temps, l'aspect extérieur, la concurrence extérieure, est évidemment fondamental. Naïveté européenne. Oui, il y a naïveté dès lors que nous nous imposons unilatéralement des règles dont s'exonèrent nos concurrents. Mais l'observation concerne peut-être davantage un autre chapitre de la politique de concurrence, à savoir le contrôle des interventions publiques et des aides d'État. Nous nous imposons des disciplines en matière d'aide d'État, de subventions, de soutien à l'industrie que les États-Unis, par d'autres mécanismes, ou la Chine, par leurs entreprises publiques, ont la possibilité de ne pas respecter. Et là, il y a effectivement une faiblesse liée à notre vertu unilatérale, et la seule solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait un cadre multilatéral qui permette de rétablir des conditions de concurrence. Compte tenu des perspectives du multilatéralisme aujourd'hui et de l'attachement qui manifeste aussi bien nos concurrents chinois qu'américains, ça reste une vue de l'esprit. Mais à cela, la Commission répond toujours que ce n'est pas en affaiblissant la concurrence sur le marché intérieur qu'on renforcera véritablement l'industrie européenne. Je me borne à citer le raisonnement issu de la théorie économique classique, à savoir qu'il n'y a pas mieux que la concurrence pour entretenir l'innovation, l'efficacité, la compétitivité. C'était sans doute vrai dans un monde statique et borné, c'est beaucoup moins convaincant dans un contexte de mondialisation. Jean-Louis Bourlange ? Oui, je me souviens avoir eu en 2005, dans la campagne référendaire, une polémique avec un débat avec le regretté Henri Emmanuelli, et je lui avais dit, mais monsieur Emmanuelli, vous êtes contre la concurrence non faussée, vous êtes donc pour la concurrence faussée. Il m'avait dit, vous jouez sur les mots. Je ne jouais pas du tout sur les mots, parce que quand on est pour la concurrence, on est forcément pour l'acceptation de règles qui mettent en cause la concurrence. Pour répondre apporter un élément de réponse à la question de Nicole, je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est un peu ce que suggérait Pierre Sellal dans sa dernière phrase, il faut avoir présent à l'esprit le décalage historique entre le moment où on a signé ces traités, le traité de Rome, et maintenant. En réalité, quand on a fait le traité de Rome, le grand problème était européen. On n'avait pas de concurrents, les Chinois. Bon, c'était l'époque du grand bond en avant, ou presque. L'Afrique était colonisée, le Moyen-Orient produisait du pétrole, point final, et on avait les États-Unis et surtout le marché intérieur avec quand même des tendances extrêmement cartélisatrices, très fortes en France. Je vous rappelle que le plan européen entre les deux guerres sur le plan économique, le plan européen qui avait été imaginé, c'était un projet de M. Loucher, et c'était un projet de cartélisation européenne. C'est exactement le contraire de ce qu'a été le traité de Paris instituant la CECA, qui a été, comme le rappelait Pierre Sellal, un traité faisant jouer la concurrence. Donc le grand problème
était un problème européen, intra-européen. Et c'est pour ça qu'on est là-dedans. Et puis, ce que nous vivons maintenant, et le virage que nous avons énormément de mal à prendre sur tous les plans, et la Commission, et les partis politiques, etc., c'est la révolution copernicienne. C'est que maintenant, pour parler comme Saint-Exupéry, il ne s'agit plus de se regarder les uns les autres, il s'agit de regarder ensemble dans la même direction. C'était l'amour dont il parlait, nous c'est plutôt la concurrence, mais c'est la même chose. Et donc, je crois que c'est ce décalage qui explique la situation et qui appellerait effectivement une réaction. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que c'est assez intéressant parce que la commissaire danoise, on l'a portée au nu, Margrethe Vestager. Au moment où on l'a vilipendée, pas trop quand même sur l'affaire Siemens-Alstom, alors qu'elle avait effectivement des raisons très fortes de corroborer, enfin d'accepter la décision de ses services, mais on l'avait portée au nu sur l'affaire Google. Bon, et en réalité, ce qu'on voit, c'est que ce qui est très intéressant dans le développement actuel de l'Union, c'est comme il y a un blocage très profond sur le passage à l'Europe politique sous toutes ses formes. Il y a la porte sacrée du politique n'est jamais vraiment franchie. On s'aperçoit que des tas d'institutions qui sont faites pour autre chose permettent d'entrer dans la politique. Ça a été le cas de la Banque centrale. La Banque centrale, on s'est battu pendant 20 ans, les Allemands se sont battus pendant 20 ans pour qu'elle ne fasse surtout pas un boulot de banque centrale qui pourrait, de prêteur en dernière instance, etc., ce qu'elle a fini par faire. Et on s'est aperçu au cours des 10 dernières années qu'elle menait en fait la politique des États, car elle était la grande régulatrice de la croissance, d'une politique de relance ou pas. Avec ses taux d'intérêt, elle intervenait directement sur ce qui aurait été pour beaucoup de la politique budgétaire. C'est-à-dire que, en réalité, elle maintenait un niveau d'investissement dans le bâtiment, dans le logement. Donc, elle est entrée, alors qu'on lui interdisait de faire son boulot d'autorité monétaire, elle est en fait indirectement entrée dans le champ de la politique économique et budgétaire. Et Madame Vestager, avec l'affaire irlandaise, l'affaire de Google, c'est exactement ça. On est bloqué sur le plan fiscal, l'unanimité, on peut rien faire, etc. Et en revanche, par le biais de la réglementation sur la concurrence, on arrive à atteindre les aides indues, indirectement indues par le biais fiscal, données par l'Irlande à certaines firmes. Pierre Sellal. Oui, faire de la politique Tirer dans les coins, quoi. Avec des instruments qui n'ont pas été conçus pour cela, mais à la condition de ne pas le proclamer. Oui. Et Jean-Louis me reprenait tout à l'heure à propos du concept de champion européen. Non, pas vous. Champion. Oui, mais ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Mario Monti. Il était à l'époque commissaire à la concurrence. C'était juste après la décision Microsoft. Décision Microsoft, c'était une des premières décisions vraiment lourdes de la Commission. Dans mon mémoire, pouvez-vous la rappeler, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs soient... Microsoft abusait de sa position dominante en imposant son logiciel sur les ordinateurs. Et l'amende qui avait été imposée à l'époque était de l'ordre de 497 millions d'euros, si je me souviens bien. C'était à l'époque considérable. On a fait mieux depuis, mais c'était hurler les Américains. C'était spectaculaire. Et je ne sais plus à propos de quel dossier français, parce que à toutes époques, ils ont été nombreux. Je disais à Mario Monti, vous savez, la France a quand même changé, on ne parle plus de champion national, notre objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait des champions européens, et ce que nous attendons de vous, c'est que vous participiez à cette politique, à cet objectif. Et il m'avait dit, ah non, jamais. Ne comptez pas sur moi pour aider à bâtir des champions européens. Et je vous explique pourquoi. Si j'ai pu prendre cette décision Microsoft, et si les Américains ont fini par l'accepter, c'est parce qu'ils ne peuvent pas me soupçonner de rechercher la constitution de champions européens. Je défends les règles de concurrence, qu'elles s'appliquent à des sociétés européennes ou à des sociétés non européennes. Alors, je lui avais dit, enfin, si même la Commission, si même le commissaire européen à la concurrence considère qu'il n'est pas concerné par l'objectif de bâtir des champions européens, qui le fera à notre place ? Pas compter sur les Américains ou sur les Japonais ou sur les Chinois pour le faire. Mais c'est très révélateur de cet état d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui... Il était très dogmatique, hein, Mario Oui, Monti. Mario Monti était un homme de talent. D'ailleurs, le propre des commissaires à la concurrence, c'est qu'ils ont toujours été
assez supérieure à la moyenne du collège. Et il y a souvent eu de très fortes personnalités. Mais Mario Monti avait un côté professoral et dogmatique qui était parfois un peu difficile. Britain. Michaela Wiegel. Oui, je voulais revenir au débat un peu plus politique que Jean-Louis venait d'ouvrir et ajouter aux remarques un peu critiques sur la clairvoyance à long terme de la France, des remarques critiques vis-à-vis sur l'Allemagne aussi, parce que je crois un des facteurs majeurs de blocage aujourd'hui, et j'exempte Peter Altmaier, c'est quand même le fait que l'Allemagne considère que pour son économie, le système actuel était extrêmement profitable. En revanche, on voit bien, et le cas de Kokai, cette entreprise de robots qui a été repris par les Chinois, est à cet égard signifiant. On voit quand même bien les limites aujourd'hui de ce système, et le terme de souveraineté économique a fait son entrée spectaculaire dans le débat allemand récemment. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment vous voyez particulièrement le rôle de l'Allemagne dans ce jeu, parce que les positions françaises sont plus connues en vérité. Pierre Sellal. On connaît le fond un peu dogmatique des positions allemandes sur ces sujets. Ça s'accompagne quand même d'un assez grand pragmatisme selon les domaines et selon les sujets. Je prends un exemple d'un secteur et de décisions allemandes qui était assez vulnérable à la critique de la Commission de la politique de concurrence. C'est la manière dont l'Allemagne a mis en œuvre sa politique énergétique. Oui, les panneaux solaires d'une part, et puis aussi le renoncement au nucléaire. Quel est le cœur de la stratégie allemande dans la sortie du nucléaire ? Gagner les élections. Gagner les élections d'abord, et ensuite faire en sorte que l'industrie allemande n'en souffre pas. Oui. Depuis plusieurs années maintenant, c'est le consommateur allemand qui supporte le coût du renoncement au nucléaire pour permettre à l'industrie allemande de continuer à être compétitive. Il y a eu un transfert massif de la charge du coût de cette politique énergétique au détriment du consommateur qui paye son électricité 2 fois ou 2 fois et demi plus cher que le consommateur français, pour permettre à l'industrie allemande de continuer à avoir une situation compétitive acceptable par rapport à l'industrie européenne dans son ensemble. Ceci aurait pu donner lieu à une critique, une procédure de la part de la Commission pour transfert d'un avantage à l'industrie allemande. Ça n'a pas été le cas. Et les Allemands ont été très actifs dans leur travail politique vis-à-vis des institutions et de la Commission pour qu'il n'en soit pas ainsi. Nous, on a inventé les gilets jaunes. C'est quand même extraordinaire. Il faut quand même rendre hommage au peuple allemand. On fait une politique électorale qui consiste à dire on va vous donner une satisfaction idéologique profonde, on renonce au nucléaire, mais ça va vous coûter vraiment un bras. Ah bah oui, très bien. Oui, Jean-Louis Bourlange évoquait certaines décisions récentes de Mme Vestager en matière de fiscalité. Alors, d'abord, il faut bien comprendre techniquement ce dont il s'agit. La Commission, Mme Vestager personnellement, a considéré que des situations dans lesquelles une entreprise multinationale ne payait pas l'impôt qu'elle devrait normalement payer selon le droit du pays dans lequel elle avait son siège, était une situation anormale au regard du droit de la concurrence. Dans l'affaire qui était la première du genre Amazon au Luxembourg, le Luxembourg avait accordé à Amazon un traitement particulier qui faisait que Amazon payait, je crois, le quart de ce qu'une entreprise européenne ou luxembourgeoise établie au Luxembourg ayant la même activité, le même chiffre d'affaires, aurait dû payer. Donc, c'était constitutif d'un avantage, d'une aide d'État à une entreprise en particulier qui était Amazon, et cela justifiait que la Commission, non pas condamne l'entreprise à une amende, mais l'oblige à payer l'impôt qu'elle aurait normalement dû payer. Affaire Apple en Irlande, c'est la même chose. La Commission a considéré que l'Irlande a fait bénéficier Apple d'un avantage fiscal cumulé de 13 milliards d'euros. Et donc l'obligation faite à Apple, c'est de payer au gouvernement irlandais
Le problème, c'est que le Irlandais n'a aucune intention de lui envoyer cette facture. L'impôt qu'il aurait dû payer. Donc, c'est intéressant, effectivement, comme disait Jean-Louis, d'un point de vue institutionnel, faute de parvenir à des décisions politiques d'harmonisation fiscale au niveau du Conseil, puisqu'il faut l'unanimité, on utilise ce biais de la politique de concurrence, en tout cas c'est ce que fait Mme Vestager, pour introduire davantage d'équité ou de convergence fiscale en Europe. Avec le deuxième niveau, c'était quel Apple et niveau pas Google. Oui, j'avais fait. Avec Google est dans la même. Oui. Alors Google, au titre de la concurrence pure, abus de position dominante, les 3 décisions quand même prises depuis 3 ans sont très spectaculaires. 2017, 2 milliards 42 millions. 420 millions d'euros d'amende. 2018, une amende de 4 milliards 300 millions pour abus de position dominante lié au moteur de recherche de Google. Et 2019, 1,5 milliard pour la manière dont Google gère ses recettes publicitaires au détriment de ses services. Le tout soumis à l'appréciation de la juridiction compétente. De la Cour de justice. Nicole Nisotto. Oui. Malgré tout, cette affaire des 13 milliards demandés à Apple montre que l'espèce de schizophrénie européenne sur le respect des règles de la concurrence, parce que il y a d'un côté l'extrême précision, la rigueur de la commissaire pour faire respecter les règles, et de l'autre, la débandade des États membres sur le dumping fiscal qu'ils organisent entre eux vis-à-vis des entreprises étrangères. Et donc, je trouve que ça détruit la légitimité de la Commission sur son espèce d'excellence en matière de respect de la concurrence. Je trouve que Mme Vestager devrait, si elle avait, comme le dit Jean-Louis, l'intention de réintroduire de la politique par le biais du respect des règles, devrait faire des grands discours en incitant les États membres à remettre en cause cet écart flagrant sur la fiscalité, et en disant, ça ne l'engagerait à rien, que d'ici 5 ans, il faudrait quand même qu'il y ait un régime fiscal sur les entreprises communs pour parfaire les règles de concurrence dans le marché unique. Ça, c'est mon commentaire. Mais j'ai une question. Sur un autre domaine qui est tout à fait nouveau et qui va peut-être être un domaine prometteur d'avenir pour la Commission, et c'est un domaine dans lequel les règles de la concurrence n'existent absolument pas, puisqu'il n'y a pas de consommateur, ou du moins, il y a un seul consommateur qui est l'État, c'est le domaine de l'armement. Des marchés, de la régulation des marchés de l'armement. On ne peut pas me dire que le consommateur a un rôle quelconque à jouer dans cette affaire. Il y a peut-être en Europe, il y a 27 consommateurs qui sont les 27 États. Mais la Commission, donc, comme vous le savez, a pris l'initiative, et heureusement, de la création d'un fonds européen de défense pour aider l'industrie européenne de l'armement à devenir non pas un champion européen, le terme n'est pas utilisé, mais en tout cas à exister face à la concurrence mondiale. Et 13 milliards d'euros sont prévus peut-être sur le prochain budget communautaire pour financer la recherche et développement militaire. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est si la Commission qui veut gérer ce fonds, qui ne veut pas le laisser aux États, qui veut avoir sa DG Défense au sein de la Commission, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est si la Commission arrive avec ses règles et impose des critères de concurrence à un marché qui ne le connaît pas. Et donc, comment peut-on contrôler, il n'y a pas d'autre mot, contrôler le contrôle de la Commission sur cette activité armement? Pierre Sellal, sur cette question qui sera malheureusement la dernière. La plus facile. Oui, il y avait 2 observations de la part de Nicole. Pardon. La première, c'est vrai que vous touchez du doigt une des faiblesses de la politique de concurrence, dont on a peu parlé, à savoir que cette politique n'embrasse pas tous les paramètres de la concurrence. À quoi bon avoir des procédures tatillonnes extraordinairement précises pour assurer la concurrence entre États membres et entre entreprises des États membres, dès lors que l'on fait l'impasse sur la fiscalité, les conditions de rémunération, des inégalités géographiques ou d'une autre nature. C'est vrai que c'est une faiblesse, mais la réponse est que la compétition fiscale n'est pas interdite par le traité aujourd'hui. Ça renvoie au débat sur l'harmonisation fiscale. Sur la défense et l'armement, vous avez raison, ce sont des marchés, pour autant qu'on puisse parler de marchés totalement spécifiques, un client unique, des produits conçus pour ce client.
Et donc l'application des règles classiques du marché intérieur de la concurrence n'est pas concevable, n'est pas pensable. Mais il y a une certaine schizophrénie à la fois française et des milieux de la défense qui, d'une part, souhaiteraient que l'Europe s'intéresse davantage à ces sujets, que le budget européen y consacre des crédits importants, que ce soit considéré comme une politique européenne dotée, et de l'autre, mais à la condition qu'on n'y applique absolument pas les règles classiques de l'emploi des crédits européens et les règles de concurrence du marché unique. Il faut un peu choisir. Si nous voulons véritablement que l'Union européenne s'occupe de l'industrie de l'armement, il faudra accepter l'application d'au moins une partie des règles de non-discrimination et de concurrence. Si nous ne le voulons pas, il faut faire ça en dehors du traité. Je suis d'accord. Pierre Sellal, je vous remercie d'avoir rendu plus clair et même aussi plus vivant un sujet qui, a priori, peut paraître quelque peu aride. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission thématique et je leur rappelle que la compagnie d'assurance MMA soutient ces émissions thématiques, toute la série des émissions thématiques, d'une part en aidant à leur financement et d'autre part en faisant connaître ce qui est pour nous extrêmement important, en faisant connaître notre podcast à ses employés et à sa clientèle. C'est avec Charlotte Montier que cette émission a été préparée. C'est Nicolas Tourneau qui assure la vie de notre site, Benoît Carré la retranscription, le compendium de notre conversation, Adrien Beccaria enregistre pour le studio L'Arrière-Boutique et dans le studio L'Arrière-Boutique cette émission thématique qui est produite, comme l'ensemble de nos émissions, par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique.